Bonjour à tous et bienvenue pour cet événement de lancement pour le challenge Pokémon Go Computer Vision, un magasin intelligent avec Intermarché. Il nous manque encore quelques inscrits, donc je vous propose d'attendre tranquillement 1 ou 2 minutes que tout le monde arrive. Vous avez le temps de finir votre café et je vous dis à tout de suite. Voilà, les gens sont arrivés. Je vous propose de commencer. Tout d'abord, quelques petites informations techniques comme d'habitude. N'hésitez pas à nous faire signe dans le chat si vous avez des problèmes de son. De poser toutes vos questions au fur et à mesure dans l'onglet questions également. On les prendra tout à la fin pour ne pas couper la présentation et avoir un temps d'échange riche avec vous. Et donc, je commence tout de suite en laissant la parole à Bouzid pour se présenter. Bonjour à tous. Alors, donc moi, c'est Bouzid Aitamir. Je suis Chief Data Science au sein d'Intermarché, donc dans la direction data, direction qui a été créée il y a 2 ans pour opérer la transformation de data du groupement. Je gère une équipe de 4 data scientists et 2 data analystes. On travaille sur différents sujets autour du computer vision, NLP et autres sujets de machine learning. Merci. Donc, Stanislas Buffet, donc je m'occupe des programmes d'open innovation et de transformation numérique. Si vous êtes là, je pense que vous avez vu, entre autres, recevoir mes mails ou voir la communication passer de Cap Digital. Et donc, je suis avec Mélissa. Bonjour, Mélissa Gadala. Je travaille dans l'équipe de Stanislas sur tous les projets d'open innovation et de transformation numérique pour les grands comptes et notamment sur les différents Pokémon Go qu'on a pu mener jusqu'à présent. Et on a avec nous, mais qui ne sont pas sur scène, donc Bertrand Lejeune qui s'occupe de la communauté technologie de confiance IA Data, et puis Ronan qui s'occupe de la communauté Retail, qui sont donc les 2 communautés de Cap Digital qui se sont mobilisées sur ce Pokémon Go. Très rapidement, l'agenda de l'après-midi, enfin l'après-midi de l'heure qu'on va passer ensemble. Vous inquiétez pas, on ne va pas finir à 19h. Donc une petite présentation de Bouzid, par Bouzid, d'Intermarché, donc du sponsor de ce challenge. Ensuite, on vous présentera, pour ceux qui ne connaissent pas, Cap Digital et ses challenges numériques Pokémon Go, avant de laisser à nouveau la main à Bouzid pour présenter ce challenge. Et puis, on conclura sur les modalités de participation au challenge Pokémon Go. Bouzid, je te laisse la main. Ok, merci Stanislas. Alors, le son n'est pas coupé, donc tout va bien. Ok. Alors, Intermarché, bon, je pense que tout le monde connaît Intermarché, hein, donc une enseigne du groupement Les Mousquetaires. Donc à peu près 2500, 2400 points de vente, à peu près 2000 en France et le reste à l'étranger, Pologne, Belgique, Portugal. Par contre, ce que les gens connaissent un peu moins, c'est le fait que nous sommes le 4e industriel agroalimentaire français, ce qui nous permet en fait de nous positionner en tant que producteurs et commerçants. Et donc, dans ce modèle, ça nous permet en fait de proposer la plupart du temps le meilleur rapport qualité-prix sur du marché, parce qu'en fait, on a la capacité en fait de produire et de vendre ce que nous pêchons, produisons avec notre filière Agro-M, et ainsi nous positionner pour proposer en fait et d'avoir comme mission de placer le mieux manger à la portée de tous. Donc, sur le contexte du challenge, alors, il y a différents éléments
bien évidemment, avant la crise sanitaire, on sait très bien que le secteur du retail est un secteur très concurrentiel. Intermarché est le troisième position avec 16% de part de marché. Avec beaucoup d'évolutions technologiques et surtout la crainte de voir arriver des nouveaux entrants, comme par exemple Amazon. Et on a aussi eu à relever un certain nombre d'autres challenges liés particulièrement à la crise sanitaire. Donc, on avait comme contrainte d'avoir une vision assez exacte du nombre de personnes en point de vente pour des raisons de jauge sanitaire. Et donc, tout ceci a conduit à avoir en fait des flux ou des fréquentations en point de vente qui ont beaucoup changé pendant la crise sanitaire et après. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas retrouvé en fait nos standards de fréquentation en point de vente. Donc là, l'idée, c'était de mettre en place ou d'avoir l'apport en fait du digital, de la data et de l'innovation pour répondre en fait à ces nouveaux challenges et tout en conservant bien évidemment la meilleure expérience client au point de vente. Ça reste quand même le point central en fait de nos exigences d'un point de vue projet au sein d'Intermarché. Donc dans ce cadre, donc on a décidé de se mettre en relation donc avec Cap Digital pour mettre en place ce challenge POC & Go qui, dans un premier temps, va essentiellement tourner autour de l'intégration de notre partie algorithmique de comptage de flux au travers donc d'un boîtier intelligent qui sera bien évidemment développé par vous, donc dont les caractéristiques techniques et autres fonctionnalités vont être présentées un peu plus tard. Donc, je vais laisser la main, je pense, à Stanislas pour la suite. Oui, merci Bouzid. Vous dire un petit mot très rapidement pour ceux qui ne connaissent pas de Cap Digital. On est un pôle de compétitivité labellisé en 2006. Aujourd'hui, on se définit comme un collectif d'innovateurs au service du numérique en France et en Europe. Très rapidement, les chiffres de Cap Digital, on représente 1 millier d'adhérents. On est une association loi 1901 à but non lucratif. Vous pouvez voir les chiffres. On a 850 startups PME, 65 grands comptes. Donc des grands comptes, on entend des grandes entreprises comme Intermarché, des EPIC ou des ETI. On a également 70 EFR, donc des laboratoires de recherche comme l'INRIA qui est présent avec nous aujourd'hui. Une dizaine de fonds d'investissement et de réseaux de business angels, et puis une dizaine de collectivités comme la métropole du Grand Paris ou la métropole européenne de Lille. Chez Cap Digital, on est une quarantaine de collaborateurs en interne, comme nous, en CDI, et on s'appuie aussi sur un réseau d'experts de 150 personnes qui viennent nous appuyer sur de l'évaluation de dossiers, par exemple pour des challenges POC & Go ou pour de l'évaluation de dossiers en R&D. On a la particularité d'être présent sur 2 régions. On est historiquement présent en Île-de-France avec Cap Digital, et puis également dans les Hauts-de-France avec le pôle du PICOM, dédié au retail justement, que nous avons intégré en 2020. On organise beaucoup d'événements, comme vous le savez, que ce soit en présentiel ou en physique, sur nos 2 sites. Et pour vous donner un petit contexte global sur les challenges POC & Go, dont un qu'on réalise en ce moment même avec Bouzid et Intermarché, c'est un challenge numérique dans le cadre du PIA de l'État. Donc le PIA, c'est le programme Investissement d'avenir. Et donc, c'est une volonté de l'État d'aider les startups et PME à aller travailler et accélérer leur business avec des entreprises plus grosses, qu'elles soient publiques ou privées. On a organisé déjà une vingtaine de challenges, que ce soit avec AXA, Colas ou SNCF côté privé, mais également des acteurs publics comme la ville d'Antony, la ville d'Issy-Moulineaux ou le département de la Seine-Saint-Denis. Tout simplement, pour faire très court sur ce dispositif, le but, c'est d'aider un sponsor, donc public ou privé, qui a une problématique et qui ne trouve pas de solution sur étagère, et qui va donc, grâce à ce dispositif, aller construire une solution sur mesure grâce à des briques techno existantes pour répondre aux besoins du sponsor. Donc, typiquement, c'est le cas de Bouzid, qui ne trouvait pas de solution sur le marché et qui passe par ce dispositif pour, grâce à vous, à partir de briques qui existent déjà techno, pouvoir construire la solution qui répond parfaitement à son besoin. Donc, je vous propose justement d'arriver dans cette 3e partie de l'événement de lancement avec Bouzid. Du coup, je te redonne la main pour présenter ce challenge. Ok, merci. Alors, bon, là, ça va être un peu plus long.
Alors, on va essayer de rentrer un peu plus dans le détail, en fait, déjà de ce qui a été fait et de ce qui reste à faire, donc le contenu réel du POC. Donc, l'état des lieux, donc, comme je vous disais, hein, on avait eu comme challenge, il y a 1 an ou 2 maintenant, d'avoir la meilleure vision, en fait, du passage en point de vente, notamment pendant la crise sanitaire. Donc, on a décidé de mettre en place, de créer l'approche à la fois algorithmique et architecturale autour de cette problématique. Donc, la partie algorithmie, on va dire que c'était la plus simple chez nous. Hein, c'est-à-dire que, comme je vous disais, en amont, j'ai une équipe de choc, de data scientists spécialisés en computer vision. Donc, assez rapidement, on a réussi à mettre en place une solution basée sur un mobilnet. Et on a assez rapidement dessiné l'architecture globale. Pour le contexte technologique, on a adossé à un cloud Azure, donc l'intégralité de la stack sera sur Azure. Mais l'idée, en fait, c'était de mettre en place une partie algorithmique qui permettait, en fait, de faire, dans un premier temps, du comptage et en se basant sur les flux vidéo. C'est-à-dire, en gros, vous savez très bien que dans chaque point de vente, vous avez un système de caméras de vidéosurveillance. Et l'idée, c'était de se plugger à ce système de vidéosurveillance et en particulier à la caméra qui pointait vers l'entrée du point de vente. Donc, nous, dans un premier temps, on l'a fait en mode batch. On a récupéré les vidéos, on a calé notre modèle. Et l'idée est de remonter en fait ensuite cette information. Alors, en fonction du format, dans un premier temps, on était plutôt en mode TXT, mais l'idée c'est de remonter le tout en JSON pour des exigences que je vous présenterai par la suite, de stocker le tout dans une base de données MongoDB ou autre, et ensuite d'avoir une interface graphique développée en D3 qui nous permettrait, alors soit au point de vente, donc localement, d'avoir cette vision en temps réel ou quasiment en mode temps réel, plutôt sur la MyCarder, de l'affluence de son comptage en point de vente. Et pour nous, en ayant la vision exhaustive de l'ensemble des points de vente, d'avoir une vision globale du nombre de passages en point de vente. Donc ça, c'est ce qui a été développé, c'est-à-dire dans un premier temps la partie algorithmique et la partie back-end. Et ce qui nous reste à faire, c'est cette capacité à déporter en fait ces traitements directement, localement en point de vente. Donc là, c'est l'état des lieux. Ce qui n'est pas présenté, donc c'est pour ça que je vais le dire maintenant, c'est le pourquoi on passe par justement cette partie POC. C'est que, comme je l'ai dit en introduction, Intermarché, c'est quasiment 2000 points de vente en France, avec des SI qui sont très hétérogène, c'est-à-dire qu'en fait, on va avoir un système d'information ou de l'infrastructure technologique qui va être assez différent, qui n'était pas forcément câblé pour pouvoir intégrer en fait facilement du modèle de machine learning pour pouvoir avoir des points de vente intelligents comme on veut l'avoir maintenant. Et donc l'idée, c'est de contourner en fait le système d'information par un boîtier qui permettrait en fait de porter cette intelligence et de le déployer donc d'autant plus facilement. Donc la transition à plat. Donc l'objectif ici, donc pour contourner cette problématique de déploiement, hein, c'est de trouver donc la meilleure startup ou PME pour co-construire. Alors pourquoi co-construire? Alors pour 2 raisons, parce que nous, ce qu'on souhaite, c'est véritablement d'une certaine manière de conserver la partie algorithmique, c'est-à-dire mon équipe est tout à fait compétente pour pouvoir apporter la partie deep learning, soit de comptage, soit de tracking, soit de détection de zones chaudes en point de vente, avec une approche ML ou deep learning. Mais par contre, au sein d'Intermarché, on n'a pas forcément les compétences pour porter cette intelligence en point de vente au travers d'un boîtier intelligent. Alors, pour des raisons de wording, on s'interdit de parler anglais au sein d'Intermarché, donc on ne va pas parler d'IoT ou d'edge computing, mais on est à peu près dans cette thématique-là, c'est-à-dire créer un boîtier dans lequel il va y avoir de l'intelligence qui va être déployé le plus rapidement possible en point de vente. Donc, dans un premier temps, l'objectif, c'est de déployer ce type de technologie en intégrant une algorithmie qui permettra de faire du comptage. Donc là, on a mis en temps réel. Alors, techniquement, effectivement, le boîtier, dans la mesure où il va être connecté à un flux vidéo, va faire du comptage en temps réel. Mais l'idée, c'est de remonter cette information en mode batch, c'est-à-dire quasiment toutes les 10 minutes ou tous les quarts d'heure à notre socle Azure en suivant l'architecture technologique qui a été présentée sur les slides précédents. Par contre, l'une des options, c'est pas l'une des options, c'est pas une option, c'est une fonctionnalité qu'on veut avoir. C'est qu'en fait, l'idée ici, c'est que on a développé un algorithme de comptage, mais on s'interdit pas
de développer d'autres types d'algorithmes qui vont être portés donc, par ce boîtier. Et donc, l'idée, c'est d'avoir donc, quelque chose de très évolutif d'un point de vue gestion ou management en fait, de ce type de boîtier. Donc la transition vers le besoin adressé, donc on parle de besoins, il y en a plusieurs, qui vont être à la fois des besoins. Alors, je ne vais pas revenir sur la partie juridique et technique, donc il va y avoir un document qui va être très exhaustif sur ces parties-là, sur ces parties techniques, mais également financières, parce qu'on a des coûts maximum à déporter en point de vente. Donc, il va y avoir un document qui va être sur le site de Cap Digital, je pense que Stanislas vous en parlera après. Mais par contre, ici, on a relevé, j'ai relevé les points qui me semblent être pour moi les plus importants à adresser en fait dans le cadre de ce projet. Donc, on a dans un premier temps la gestion à distance. Donc, pourquoi donc, je vous disais tout à l'heure qu'on a 2000 points de vente. L'idée pour nous, c'est pas systématiquement de passer en point de vente pour modifier soit du hardware, soit de la partie algorithmique. Donc, on avait comme contrainte très forte d'avoir une gestion à distance du système. Donc, l'idée, c'est de pouvoir avoir un boîtier présent localement au point de vente, mais qui peut être managé à distance. Et quand on dit peut être, c'est qu'il doit être managé à distance. Managé à différents niveaux. Dans un premier temps, manager pour pouvoir, par exemple, faire des opérations de maintenance classiques sur ce type de boîtier, c'est-à-dire pouvoir l'allumer, l'éteindre, le rebooter si on sent qu'il y a des problèmes, avoir un boîtier qui permet de remonter en fait des informations, des logs, disons je vais bien ou je vais pas bien, et de pouvoir opérer des opérations de maintenance à distance. Alors, au maximum à distance, hein, après, bien évidemment, je suis conscient que rien n'est magique et à un moment, on doit avoir une intervention humaine sur place quand il s'agit d'un hardware. Mais en tout cas, sur la partie software de l'outil, l'idée, c'est quelque chose qui soit totalement managé à distance. Ensuite, le deuxième point le plus important, qui reste toujours dans la gestion à distance, c'est l'évolution et les mises à jour du système. Donc, quand on parle de mise à jour du système, c'est de dire, par exemple, comme je l'ai précédemment dit, le boîtier va devoir intégrer de l'algorithmie type deep learning. Donc, le premier algo qui est là, qui est déjà sur étagère chez nous, pardon, c'est un modèle de deep learning qui permet de faire du comptage. Par contre, ça m'empêche de dire, dans ma vision à moyen terme, de dire j'ai 500 boîtiers qui sont déployés sur mes points de vente. Bah, j'aimerais bien avoir 250 de ces boîtiers, l'algorithme qui fait le comptage, et sur 250 autres, un autre algo qui fait du tracking d'individus. Donc, tracking, le terme peut paraître agressif, mais le fait du suivi d'individus en point de vente pour améliorer la fluidité ou l'expérience du client en point de vente. Donc, l'idée, c'est d'avoir cette capacité à pouvoir, en fait, gérer à distance le fait d'intégrer un type d'algorithmique plutôt qu'un autre. Ensuite, l'autre fonctionnalité, bien évidemment, pour nous assez importante, mais je préfère le dire parce que des fois on peut passer à côté, c'est de remonter donc la production de données. C'est-à-dire bien évidemment, nous on va avoir la visibilité sur ce qui est vu en point de vente, c'est-à-dire la remontée de ce que j'avais présenté tout à l'heure comme étant des batchs, c'est-à-dire en gros soit du TXT, soit du JSON. Après, moi je laisse libre choix en fait libre choix aux participants pour proposer la meilleure structure possible. Donc, l'idée, en fait, c'est que ce boîtier puisse se connecter à notre infrastructure technologique, c'est-à-dire à notre socle Azure, pour pouvoir remonter, en fait, des batchs qui vont reprendre, basiquement, le numéro du point de vente, le timestamp, le nombre de personnes vues, par exemple. Alors, on l'a mis en bonus parce qu'à l'époque, c'était très tendance de compter le nombre de masques en point de vente. On a vu pas mal de vidéos sur Git qui le faisaient. Donc ça, c'est éventuellement chose qu'on pourrait apporter, et donc en donnant un peu plus d'informations remontées au niveau de notre bac et restituées sur notre front. Et enfin, le déploiement et le suivi, hein, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit en introduction, notre système d'information en point de vente est relativement hétérogène. Allez, on ne va pas dire qu'il est daté, mais il n'était pas forcément conçu pour intégrer de l'algorithmie avancée. Donc, l'idée, c'est d'avoir ici quelque chose qui peut être déployable très rapidement. C'est-à-dire que pour nous, l'un des objectifs, c'est de dire on commence notre expérimentation sur 4 points de vente, mais on aimerait très rapidement passer à l'échelle et passer à 100, 200, 300 points de vente. Et donc là, l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui passe l'échelle très rapidement
Et pour pouvoir s'installer, donc quand on dit passer à l'échelle, c'est avoir une capacité d'installation assez rapide et avec un coût d'entrée d'un point de vue à la fois temps, mais également équipe nécessaire pour pouvoir installer, qui soit la plus minime possible. Donc voilà, donc c'est d'une certaine manière l'ensemble des exigences qu'on attend ou que j'attends spécifiquement sur ce boîtier. Bien évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un document un peu plus exhaustif qui reprend en fait ces fonctionnalités, qui les détaille un peu plus. Ensuite, sur les caractéristiques du boîtier, bon là c'est une liste à la Prévert, mais l'idée c'est plutôt d'avoir quelques éléments en fait de quelques métriques. Donc il y a des métriques sur lesquelles on laisse totalement la main, hein. Par exemple sur la taille du boîtier, je sais très bien que sur un premier proto, on va avoir une taille de boîtier qui va être relativement grande et à la limite c'est pas trop le problème. Par contre, si on passe, comme je le dis précédemment, à l'échelle, c'est pas avoir des boîtiers qui fassent 1 mètre sur 1 mètre ou 1 mètre cube, pardon, mais plutôt d'avoir des boîtiers qui seraient à maximum de la taille d'une caméra. Ça c'est vraiment la vision cible. Par contre, les métriques à avoir en tête, c'est par exemple la taille des modèles de deep learning à intégrer. Donc, pour l'instant, les modèles tournent autour de 50 à 150 mégas. Donc, il faut absolument que le boîtier soit en capacité d'opérer un traitement sur un modèle qui est cette taille-là. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est le boîtier doit être en capacité d'ingérer un flux vidéo et également d'opérer sur ce flux vidéo un modèle de deep learning qui a à peu près une taille comprise entre 150 et 150 mégas. Donc ça, c'est un élément, on va dire, de dimensionnement qui est relativement important. Ensuite, sur le reste, hein, c'est-à-dire les capacités de calcul, elles sont totalement liées en fait au fait que le modèle doit traiter un modèle de deep learning qui soit compris entre 50 et 150 mégas. Donc la légèreté logicielle, ça, en fait, quand je parle de légèreté logicielle, on est bien au niveau de l'OS, en fait, c'est-à-dire le système d'exploitation du boîtier. Donc, je fais la différence entre le logiciel du boîtier et le modèle de deep learning qui va être porté. Donc, la notion de modularité, on en a parlé tout à l'heure, hein, c'est le fait d'être en capacité d'être monitoré et managé à distance pour pouvoir y apporter ou traiter X type de modèle de machine learning, sachant que, bien évidemment, quand je dis X type de modèle de machine learning, c'est de manière indépendante. Hein. L'idée, c'est pas d'avoir 3 modèles sur un seul boîtier qui puissent les traiter en même temps. C'est un à la fois. Ensuite, évidemment, on va avoir des caractéristiques techniques standards, que le boîtier puisse se connecter à du Wi-Fi ou émettre en Wi-Fi pour remonter les informations sur le net, qui ait une capacité à s'intégrer dans un système qui va être soit crypté, soit sécurisé, capacité à se connecter à différents types de réseaux de caméras. Donc ces informations en fait seront fournies au fil de l'eau en fait sur ces parties, on va dire, qui peuvent être un peu dimensionnantes, mais pour lesquelles pour l'instant on n'a pas l'exhaustivité en fait de l'information. Donc voilà, donc l'idée c'est d'avoir des caractéristiques techniques de cette nature avec des éléments assez standards, connexion réseau, connexion caméra, Wi-Fi, branchement secteur, avec et éventuellement, où je l'ai dit tout à l'heure, hein, la capacité du boîtier à répondre à des exigences RSE, c'est-à-dire que avoir un boîtier qui puisse s'éteindre à distance ou de manière automatique, ça aussi, c'est des éléments qui seront pris en compte lors de la prise de décision pendant le jury. Donc, pour revenir sur le périmètre exact, donc dans un premier temps, l'objectif, c'est donc de définir ce prototype qui va intégrer donc dans un premier temps le modèle que nous avons développé sur la partie comptage. Par contre, à long terme, c'est-à-dire ce qu'on a appelé dans les documents les parties V2, de remplir un maximum d'exigences par rapport aux exigences qui sont présentées. On est assez conscient qu'il y a une forme de liste à la Prévert d'exigences techniques et fonctionnelles. L'idée, c'est d'avoir un premier prototype qui réponde à un maximum, sachant que les premières, je les ai quand même données de manière assez précise. Hein, c'est être managé à distance, déploiement assez rapide et capacité d'intégrer plusieurs modèles de deep learning sans forcément à distance, c'est-à-dire sans avoir d'intervention humaine physique sur le boîtier. Et ensuite, le périmètre géographique. Donc, sur le POC, on est sur 4 points de vente en Ile-de-France.
les noms seront diffusés au moment du jury final, donc en mars, on l'a pas forcément noté ici, mais en termes d'objectifs, si on atteint, j'ai déjà donné ce chiffre tout à l'heure, mais si on atteint un déploiement de 500 points de vente, ça serait génial. On pourrait considérer que l'objectif est 100% rempli sur ce premier projet d'innovation avec Cap Digital. Enfin, bien évidemment, on parle de projets d'innovation très orientés data et IA, donc il y a un certain nombre d'informations qui vont être partagées avec les lauréats. Donc, bien évidemment, l'un des éléments structurants, ça va être le système ou le patrimoine de caméras qui ont des caractéristiques techniques assez variables. Donc, l'idée, c'est de vous fournir ces informations à minima, mais également, dans un second temps, afin de finaliser le prototype, d'envoyer ou pas des extracts de flux vidéo pour expérimenter le boîtier localement. Et enfin, on ne s'interdit pas non plus d'avoir des échanges avec les lauréats sur un certain nombre d'informations complémentaires à fournir afin d'améliorer la qualité et la performance du boîtier ainsi développé. C'est bon pour moi, je crois. Oui, merci beaucoup, Bouzid. On va passer maintenant à la partie sur les modalités du challenge, à commencer par les structures éligibles. Donc, je tiens à répéter juste avant de commencer, n'hésitez pas à poser vos questions, bien entendu, sur l'onglet questions si possible, et on y répondra, bien entendu, à la fin de la séance. Donc, pour les structures éligibles, le challenge, en fait, est ouvert à toute structure qui est capable d'adresser le sujet. Et on peut aussi proposer une réponse, un projet de réponse unique, donc individuel, ou un projet monté en consortium avec d'autres potentiels candidats. Par contre, une note importante est que au niveau de la subvention via le PIA, Programme d'investissement d'avenir, uniquement les PME, donc petites et ou moyennes entreprises françaises, pourront prétendre à la subvention selon les montants qui sont des suivants: une couverture de l'assiette l'assiette financière pour la phase prototype de 45% pour les petites entreprises et de 35% pour les moyennes entreprises. Concernant la partie consortium, sachez que donc, chez Cap Digital, si vous souhaitez répondre mais que vous n'avez pas toutes les compétences internalisées, vous pouvez très bien répondre en consortium, comme je l'ai dit, mais vous pouvez aussi passer par nous pour rechercher des compétences complémentaires qu'il vous faut. Et pour cela, on a mis en place un document Excel très simple qui vous permettra de remplir différents champs d'information, donc nom de votre structure, compétences recherchées, compétences internalisées, et si oui ou non vous êtes ouvert à être contacté pour former un consortium avec quelqu'un d'autre. Donc ce document sera référencé sur le site POC & Go et sur les différents supports auxquels vous aurez accès, bien évidemment. Donc c'était le tout pour les structures éligibles. Pour la méthodologie de... Oui. Une petite précision pour éviter les questions sur ce point. Donc sur ce fichier Google Sheet, pour être référencé et pour pouvoir monter des consortiums, vous irez voir, le lien sera sur le site pocandgo.com, on vous mettra tout. Il faut que vous nous donniez les informations pour que nous, on les renseigne sur le fichier. C'est un Google Sheet fermé pour qu'on ne puisse pas le modifier comme ça naturellement. Donc, soyez pas surpris, vous ne pourrez pas renseigner le champ. Il faut nous envoyer par mail les champs que nous, seuls, pourrons renseigner. Oui, c'est exactement ça. Merci Stanislas. Ces instructions-là sont mentionnées en introduction du document, si jamais. Pour continuer sur la façon de participer au challenge, donc c'est très simple, vous aurez sur le site POC & Go accès à un formulaire de candidature donc, qui est fait sur la plateforme Jotform, avec des informations vraiment très basiques à renseigner, auxquelles vous devrez joindre votre projet de réponse qui suit une trame de candidature qu'on vous propose encore une fois sur le site POC & Go. Donc pour résumer, sur le site POC & Go, vous trouverez le dossier de candidature avec les différents éléments qu'on aura besoin d'avoir en tête dans votre dossier de candidature, et le dossier complet, vous pourrez le déposer en même temps que votre soumission via le formulaire Jotform. Et bien entendu, si vous avez un problème de dépôt,
pouvez nous contacter. Et si vous souhaitez nous envoyer d'autres fichiers par email, il y a toujours l'adresse générique pocandgo@capdigital.com à laquelle vous avez bien sûr accès. Sur les différents apports pour une start-up ou une PME, vous faites participer à ce challenge. Alors tout d'abord, il y a bien entendu la subvention. À noter que sur l'ensemble des dépenses éligibles liées à la phase de prototypage, donc les 3 à 6 mois d'expérimentation qui ont lieu à l'issue de la sélection, vous pouvez prétendre à une subvention jusqu'à 70 000 € sur cette assiette globale avec les taux que j'ai cités un petit peu plus haut et qui sont bien entendu référencés sur les différents documents. À savoir que pour ce challenge-là, on se fixe un maximum de 2 lauréats. Donc l'évaluation des candidatures se feront aussi en fonction de ce critère-là. Il y a aussi bien entendu l'opportunité pour vous d'avoir accès à une certaine expertise de la part des experts métiers côté Intermarché et de pouvoir confronter votre vision à ces experts-là et aussi de tester vos solutions en conditions réelles, donc en magasin. Il y a bien entendu aussi la visibilité que ça pourra vous apporter. Donc, bien entendu, Intermarché pourra tout à fait faire bénéficier les futurs lauréats d'une communication spécifique liée à ce projet à l'issue de la phase POC, par exemple. Et bien entendu, les perspectives économiques que cette phase d'expérimentation peut vous ouvrir, ce sera de la capacité pour vous de vous développer en interne sur des briques technologiques que vous n'avez pas encore. Donc, potentiellement, vous offrir quelques belles opportunités de marché. Alors, le dernier point que je vais aborder, après je passerai la parole à Stanislas, ce sont les critères de sélection. Donc, pendant toute cette phase de sélection, à l'issue de la date de dépôt, le calendrier sera précisé juste après, mais pour faire court, la date de dépôt limite sera le 31 janvier. Et à l'issue de cette phase de dépôt, on va passer à la phase de sélection qui va se conduire en plusieurs étapes. Donc, il y aura tout d'abord une présélection sur dossier, puis une sélection via un jury. Donc, un certain nombre de présélectionnés seront invités à pitcher leur projet de réponse lors du jury final. Et c'est à l'issue de ce jury qu'on sélectionnera les 2 lauréats. Et pendant l'ensemble de cette phase de sélection, voici à l'écran les différents grands critères qu'on va prendre en compte pour l'évaluation des différents projets qui nous seront soumis. Donc, le premier grand critère, ce sera la pertinence du projet. Donc, la pertinence tout d'abord du dossier de candidature, mais aussi, bien entendu, de la solution proposée par rapport aux besoins exprimés par le sponsor Intermarché. Il y a aussi la capacité à conduire l'expérimentation qui sera évoluée avec tout d'abord la partie sur la maturité technologique que vous avez en interne, la solidité de votre structure, comprenant aussi la qualité de l'équipe et le caractère stratégique ou non du projet au sein de votre entreprise dans ces axes de développement. Et pour finir, la dernière grande catégorie de critères sera les perspectives de collaboration avec Intermarché. Donc, dans cette catégorie-là, on prend en compte la partie budgétaire proposée, le plan opérationnel également que vous proposez, et puis vos expériences dans ce type de projet de collaboration avec des grands comptes. C'est tout pour les critères de sélection. Je passe maintenant la parole à Stanislas pour évoquer les derniers points, et notamment à commencer par la propriété intellectuelle. Merci Mélissa. Donc point important, bien sûr, tout ce qui a été développé avant, c'est naturellement votre propriété intellectuelle, mais également ce qui sera développé dans le cadre du challenge POC & Go. C'est un point important de BPI qui finance ce challenge avec la DGE, c'est de se dire que tout ce qui est développé à partir du début du prototypage jusqu'à la fin de cette étape restera votre propriété. Et puis ensuite, vous serez libre de voir avec le sponsor en cas de déploiement et autres, s'il y a des partages ou des rachats qui peuvent se faire ou pas. Ce n'est pas du tout obligatoire. Mais voilà, sachez bien que tout ce qui est développé dans le cadre de ce challenge est financé par ce PIA et reste votre propriété intellectuelle. Je vous propose de finir pour faire un petit récapitulatif de ce challenge avec le calendrier. Donc, nous sommes aujourd'hui le 16 décembre. Le challenge est ouvert jusqu'au 31 janvier à midi. Donc, d'ici là, n'hésitez pas à nous le contacter si vous avez des questions. Vous recevrez un mail lorsque tous les documents seront en ligne sur le site POC & Go avec le lien et toutes les informations qui vont bien. Le 15 février, on se réunit avec l'équipe projet et l'équipe de Bouzid pour présélectionner quelques candidatures en vue du jury qui aura lieu début mars.
et puis qui permettra ensuite de lancer le prototypage jusqu'à l'été 2022.